Bonjour à tous, nous sommes à notre deuxième jour sur la Paris Healthcare Week et en direct sur FHP Direct, sur le plateau télé de FHP Direct. Avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Paul Ortiz. Vous êtes président de la Confédération des syndicats médicaux français, donc docteur Jean-Paul Ortiz. Quelle place peuvent continuer d'occuper les médecins libéraux dans le système de santé, justement avec cette recherche de qualité et de proximité ? Les médecins libéraux aujourd'hui sont dans une situation tout à fait exceptionnelle en France. Nous avons un maillage territorial en médecine générale et en médecine de spécialité de proximité que beaucoup de pays étrangers nous envieraient, puisqu'on a recentré les médecins spécialistes dans les structures hospitalières. Et il est difficile d'accéder dans certains pays européens à un médecin spécialiste dans des délais raisonnables. Ce n'est pas le cas en France. Et aujourd'hui, la crise que nous vivons, c'est parce que cette situation tout à fait exceptionnelle, qui était une situation quelque part modèle vis-à-vis d'autres pays européens, malheureusement est en train de présenter des failles. Il y a des trous dans la raquette. On a du mal à accéder à un médecin traitant, un médecin généraliste dans certains endroits. On a des délais de rendez-vous que les patients, à juste titre, jugent importants pour accéder à un médecin spécialiste. Voilà la difficulté que nous avons aujourd'hui. Or, je continue à penser que les médecins libéraux sont une chance pour notre système de santé en France, justement parce qu'ils arrivent à allier cette proximité qui est indispensable dans la bonne prise en charge des patients, surtout des patients âgés polypathologiques qui vont être de plus en plus nombreux dans la France de demain, mais aussi d'avoir ce souci de qualité grâce au développement professionnel continu, grâce à la performance et la réactivité du statut libéral de la médecine en France. Justement, pour cette qualité, faut-il qu'il y ait peut-être une coopération plus grande entre pharmaciens, infirmiers, médecins, dans des zones qui sont un peu sous-dotées ? Bien sûr que l'organisation du métier et la façon dont l'offre de soins se répartit sur le territoire est en train de bouger au niveau de la coordination entre les différents acteurs. Le médecin isolé est le modèle du siècle dernier. On est de plus en plus, quelquefois sans le savoir, comme M. Jourdain, dans une logique de coordination, de coopération avec d'autres professionnels de santé, avec l'infirmière, avec le pharmacien, avec le kinésithérapeute avec qui on a l'habitude de travailler. Mais cette coordination, il faut qu'on la structure mieux. Il faut qu'on la fasse évoluer de façon à ce que tout le monde partage une responsabilité populationnelle à l'échelon des territoires. Les médecins libéraux, ils sont prêts. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est un carcan, c'est une dérive bureaucratique, c'est une obligation. Parce que dans bien des endroits, ils le font déjà. Et je pense qu'il faut faire confiance à la fois à l'intelligence individuelle, à l'intelligence collective, mais aussi aux initiatives qui partent des professionnels de santé sur le terrain et tout particulièrement des médecins libéraux. Justement, l'une des initiatives, et pour aller avec la technique et la tech, il y a la télémédecine maintenant. Donc les médecins sont prêts à utiliser davantage cette technique pour être au plus proche des patients, même s'ils ne sont pas physiquement à côté d'eux. Je voudrais rappeler que la télémédecine, la téléconsultation, qui est un des aspects de la télémédecine, c'est un complément dans la prise en charge d'un patient. Une téléconsultation ne remplace pas une consultation faite au cabinet, en vis-à-vis, en tête-à-tête. Parce qu'il y a des éléments qui manquent, et tout le monde le comprend bien. La relation humaine, déjà. On comprend bien que la relation au travers d'un écran est une relation plus froide qu'une relation en tête-à-tête. Mais au-delà de ça, comment faites-vous un examen clinique? Comment palpez-vous un abdomen chez un patient lorsque vous êtes en téléconsultation? Vous voyez bien qu'il y a des éléments qui manquent dans la téléconsultation. C'est donc un outil qui permet d'avoir une alternance dans le suivi d'un patient connu, tout particulièrement pour les pathologies chroniques et en particulier dans les zones où c'est difficile de se déplacer, où ce sont des zones sous-denses. Et ça, ce sont des choses qui sont en train de se développer. Aujourd'hui, le développement est encore très largement insuffisant. Pourquoi ? Parce que les outils n'ont pas été au rendez-vous. Et on est en train, avec les différents acteurs des nouvelles technologies, de voir apparaître ces outils
avec effectivement les différents logiciels métiers, les différents acteurs industriels qui vont mettre à disposition ou qui sont en train de mettre à disposition des médecins des plateformes nécessaires, sécurisées, permettant de garantir le secret médical, répondant aux contraintes des hébergeurs de données de santé pour réaliser ces téléconsultations et ces téléexpertises qui devraient également se mettre en place rapidement. C'est une évolution dans le métier, dans la façon de l'exercer, mais là aussi, il faut donner un peu de temps aux acteurs, que ce soit les médecins, que ce soit les patients et que ce soit les acteurs industriels. Il y a peut-être plus des spécialités qui s'y prêtent davantage, par exemple en ophtalmo, pour étudier, l'envoi d'une image ou l'ophtalmologie est une spécialité qui s'y était déjà lancée avant. Voilà. Avec les orthoptistes en particulier, avec des possibilités effectivement d'envoi, en dermato aussi, d'analyse. Ouais. En dermatologie, souvent les dermatologues le faisaient de façon spontanée, j'allais dire sauvage. Tout ça doit être maintenant mieux codifié, doit être mieux organisé, de façon à ce que ça soit vraiment un apport dans l'accès aux soins dans les territoires. Je voudrais quand même rappeler une chose. Aux États-Unis, où la télémédecine dans tous ses aspects est développée depuis de très nombreuses années, ne nous y trompons pas, la part qui est faite en téléconsultation est une part très minoritaire par rapport aux consultations habituelles présentielles dans un cabinet. Donc ne perdons pas non plus cet aspect des choses et voyons que c'est un plus, mais ça n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Et le prix des consultations est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'en France. Absolument. La téléconsultation en France, ce sera au tarif habituel d'une consultation chez votre médecin et elle sera prise en charge de la même façon par l'assurance maladie obligatoire ou par les assureurs complémentaires. Donc on va parler un petit peu de l'hôpital, des établissements hospitaliers, des cliniques. Quel rôle peuvent jouer donc les médecins libéraux dans ces établissements et pour optimiser justement l'accès aux soins, le parcours de soins, éviter les ruptures et une meilleure prise en charge du patient? Alors, je parlerai d'abord de l'hospitalisation privée et un mot sur l'hospitalisation publique. En hospitalisation privée, les médecins libéraux sont ceux, et chez mes amis de la FHP, j'ose le dire et le soutenir, sont ceux qui font la richesse de l'hospitalisation privée. Pourquoi? Parce qu'ils sont très impliqués, ils sont très mobilisés, ils sont très performants. On oublie par exemple que des techniques comme la celluliochirurgie est né en hospitalisation privée grâce aux chirurgiens libéraux qui y travaillaient. Et de ce point de vue-là, on voit bien que l'implication professionnelle des médecins libéraux en hospitalisation privée, c'est la poule aux œufs d'or des cliniques privées. C'est le gage de l'efficience et de la qualité des soins. Mais je vois que mon ami Lamine Garbier est tout à fait d'accord avec ça. En ce qui concerne l'hospitalisation publique, aujourd'hui, les médecins libéraux n'interviennent que très marginalement. Mais nous avons un défi à relever qui est celui du vieillissement de la population et de la dépendance et de la proximité, on en parlait tout à l'heure. Je l'ai dit dans la loi de transformation du système de santé. La naissance des hôpitaux de proximité, quel que soit leur statut juridique, qu'ils soient privés ou qu'ils soient de type hôpitaux publics, doit être l'occasion de faire qu'il y ait un lieu de rencontre entre la ville et l'hôpital. Et de ce point de vue-là, je regrette que ces hôpitaux de proximité soient obligatoirement mis dans le GHT. Parce que le concept de ces hôpitaux de proximité, c'est précisément de les ouvrir sur la ville, de les ouvrir sur les médecins libéraux, sur les médecins généralistes, sur les médecins spécialistes de proximité, et d'en faire ce lieu où des médecins hospitaliers du centre de référence viendront faire des consultations avancées, des médecins spécialistes de proximité viendront suivre des patients hospitalisés, des médecins généralistes pourront suivre près de chez eux des patients sans être obligés de les envoyer dans des grands centres hospitalo-universitaires. Voilà l'enjeu de ces nouveaux hôpitaux de proximité qui ne seront pas à construire, mais qui sont à bâtir, non pas en termes de murs, mais en termes de fonctionnement, de gouvernance et de statut. C'est un enjeu majeur. Je crains malheureusement que nous soyons encore aujourd'hui dans une logique
très hospitalo-centré, surtout sur l'hôpital public, avec ce que ça veut dire en lourdeur et en bureaucratie. Merci Jean-Paul Ortiz. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération des syndicats médicaux français. Merci à vous. Merci.